Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo du jour. Cette fois, je vais parler d'art. Je ne vais pas encore parler du métaverse parce que je dois structurer beaucoup d'idées par rapport à la technologie qui va arriver dans le futur, dont celle-ci. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à corréler. Donc, ça me demande beaucoup de réflexion, mais je vais la faire. Simplement, aujourd'hui, j'avais envie de reparler d'art parce qu'on arrive dans une période où les clivages s'accentuent. Et dans le domaine de l'art, il existe aussi des clivages idéologiques. Il existe un art de gauche et un art de droite. Alors l'art de droite tend vers le réalisme, l'extrême droite est pour l'hyperréalisme, la gauche tend vers le surréalisme et l'extrême gauche en arrive au nihilisme. Et chaque extrême fait naître l'autre, comme je vous l'avais expliqué. Donc effectivement, si vous avez une société qui impose l'hyperréalisme, ça veut dire qu'il faut se tenir à ce qu'on voit et qu'il faut annuler l'imagination. Donc on ne fait que peindre les paysages qu'on voit, les personnes qu'on voit, en mimant à 100%, c'est-à-dire qu'il ne faut pas modifier un trait, sinon c'est une faute, c'est considéré comme une faute. Donc s'il y a une couleur pour tel vêtement, il faut refaire cette couleur. S'il y a une couleur pour tel paysage, il faut refaire ce paysage avec telle couleur. Si vous faites des modifications, pour l'extrême droite, vous êtes considéré comme un artiste dégénéré, parce qu'on sait que l'extrême droite était pour la génétique, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis souvent de faire attention à la psychologie qui prône la génétique, parce qu'elle tend vers ce courant de pensée. Donc c'est considéré comme de l'art dégénéré, c'est-à-dire de l'art qui sort de ce qui était prévu dans la conception, parce que quand on est hyper réaliste, on voit la limite, on voit la réalité telle qu'elle est, limitée telle qu'elle est, sans autre possibilité, c'est-à-dire que on ne perçoit pas l'alternative, on ne perçoit pas le changement, on ne perçoit pas la créativité, l'imagination, voilà. Donc pour s'opposer à ce mouvement, ben, il y a eu effectivement l'extrême gauche, mais je pense que s'opposer simplement sans regarder les bons et les mauvais côtés d'un mouvement, c'est pas très malin, je dirais. Donc il y a eu le nihilisme, c'est pour faire un pied de nez à l'hyperréalisme, donc c'est un peu faire n'importe quoi. Si vous voulez, si vous mettez un excédent de règles qui n'ont pas de sens, le réflexe de ceux qui sont, comment dire, surchargés par ces règles inutiles, ça sera de faire n'importe quoi exprès pour provoquer contre la règle, on va dire. Voilà, c'est un phénomène psychologique, pas que dans l'art, donc c'est comme ça qu'est né l'art nihiliste, mais ça j'y reviendrai après parce que le surréalisme est plus, comment dire, intéressant pour moi, parce que pour moi, un vrai artiste qui exploite son potentiel au maximum, c'est un artiste qui est au juste milieu, c'est-à-dire que c'est un artiste qui sait maîtriser le réalisme autant que l'imagination, et donc il peut jongler avec les deux en passant d'un à l'autre. Voilà, Picasso, je pense qu'il faisait partie de ce genre d'artiste parce que il était capable de faire du réalisme, mais pour faire un pied de nez aux hyper-réalistes, il a décidé de créer le cubisme. Et en fait, le cubisme, ça consiste à changer les formes géométriques par rapport à l'environnement ou aux personnes. Donc, il était capable de faire des genres de têtes rectangulaires ou triangulaires. Et donc, il s'amusait à changer la géométrie de la réalité, ce qui n'aurait pas plu du tout à l'extrême droite. Alors justement, là j'ai fait une petite critique de l'hyperréalisme, mais je vais aussi faire une critique du nihilisme, parce que pour moi, les extrêmes détruisent le potentiel, même du domaine de l'art. Mais avant ça, je vais vous expliquer une peinture que j'ai vue à une exposition. Et en fait, sur cette peinture, il y a du réalisme. Donc en fait, on voit un homme qui est assis dans son divan et qui regarde la télé. Donc ça, c'est réaliste. Il y a une situation qui pourrait exister en vrai. Et en fait, au lieu de mettre une bouteille de vin dans sa main, il a fait tomber un chapelet comme ça. Donc il y a un chapelet tombant de sa main. Et le chapelet, on sait que ça sert à faire la prière ou à se repentir de ses péchés. Et donc ça a un rapport avec la religion, évidemment, le chapelet. Et Karl Marx a écrit la religion, c'est l'opium du peuple. Et l'opium, c'est de la drogue. Qu'est-ce qui est en rapport avec la drogue? C'est l'addiction.
Donc en fait, quand on fait ce travail de recherche, on en arrive à comprendre que le chapelet représente l'addiction. Et au bout de ce chapelet, il y a une grappe de raisin. Et c'est avec du raisin qu'on fait du vin. Donc en fait, c'est encore un lien, une corrélation entre le raisin et le vin. Et donc, en fait, ce que représente l'image, c'est l'addiction au vin. Mais s'il avait juste peint la bouteille de vin sans peindre la métaphore de la bouteille de vin, on n'aurait pas compris ce phénomène d'addiction par la recherche en fait. Et je pense que dans la pédagogie, c'est très important d'induire chez les gens cette capacité de recherche et pas simplement que tout soit cuit pour eux, devant eux, en ne peignant que du réalisme, en faisant de la métaphore, on pousse à la recherche. D'ailleurs, je ne sais plus qui a écrit quelque chose par rapport au voyage. Si vous voulez pousser les gens à voyager, il ne faut pas leur dire de construire un bateau, il faut leur donner le goût de la mer. Voilà, donc je sais plus quel auteur a écrit ça, mais c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que ce peintre a fait. Il a donné le goût de la mer, donc le goût de l'art par la métaphore. C'est ce que je tente de faire aussi parce que la métaphore orale, c'est une forme de subversion parce que si on est dans l'hyper-réalisme oral, on ne ferait que discuter au premier degré, il n'y aurait pas d'autres degrés. Donc aller dans d'autres degrés, c'est penser l'alternative, penser le potentiel, donc sortir du réel, savoir faire des expériences de pensée, etc. Donc j'essaye moi aussi de jongler entre le réalisme et le surréalisme, euh, voilà, pour améliorer nos perceptions, je vais dire. Alors par rapport au nihilisme, pour moi, c'est problématique autant que l'hyperréalisme, parce que, comme je vous ai dit, l'hyperréalisme va vous cantonner dans ce qui est, sans jamais penser à ce qui pourrait être d'autre. Et par contre, le nihilisme, il est trop nébuleux dans le sens où, pour faire justement un pied de nez à l'hyperréalisme, ben, on fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles du tout. Mais pour moi, c'est un problème parce que il y a des, comment dire, il y a des œuvres qui sont par exemple le fait de pisser sur une toile. Alors effectivement, si on fait ça en tant que bénévole de manière subjective et on ne prétend pas être expert dans un domaine et qu'on fait ça simplement pour soi ou pour le montrer aux gens à qui on a envie, il n'y a aucun souci. Voilà, on peut déconner avec ça. Voilà, mais le problème c'est l'argent parce que quand il y a de l'argent en jeu, ce n'est plus simplement artistique, ça devient politique. Et donc, ce genre de représentation devient politique et peut toucher la conscience du public. Et qu'est-ce qu'on véhicule dans la conscience du public? Qu'il n'y a pas de travail à faire sur soi-même pour devenir un artiste. Il suffit simplement d'être dans son ressenti subjectif et de faire ce qu'on veut, dans le sens où on serait genre possédé par une genre de transe comme dans les tribus ou je sais pas quoi, et viendrait instinctivement l'art en lui-même. Alors effectivement, il faut toujours laisser une place à la spontanéité dans l'art, parce que notre inconscient existe aussi dans notre cerveau, et notre inconscient parfois parle dans nos rêves, dans nos cauchemars, mais aussi dans notre spontanéité. Donc on peut sortir quelque chose de soi-même qu'on n'avait pas conscientisé et qu'on reconscientise après. Et donc c'est intéressant de laisser parler la spontanéité, mais je veux dire, ce n'est pas un travail fini, la spontanéité. Il faut retravailler pour que ça devienne de l'art. Donc il faut allier conscience et inconscience. Et quand on pisse sur un tableau, je pense qu'on n'allie pas conscience et inconscience. Alors pour moi, il y a quand même une hiérarchie dans l'art, et je vais vous expliquer. J'étais allé à une exposition et on exposait de l'art médical en fait. Donc on exposait les journaux de médecins, les graphiques, les schémas qu'ils faisaient, des peintures aussi qui représentaient la médecine. Et en fait, ils avaient voulu tenter quelque chose dans cette exposition. Ils voulaient mettre en perspective cet art médical qui venait de la sortie de la Renaissance, donc là où il y avait les peintures les plus extraordinaires, et l'art contemporain. Et je suis désolé de dire ça, mais l'art contemporain que j'ai vu à cette exposition, il n'arrivait pas à la cheville de l'art qui était fait à cette époque.
Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est subjectif l'art, et c'est justement la gauche qui dit ça. Je pense que effectivement le ressenti individuel, parce que l'individu a de l'imagination, et donc son imagination peut venir proposer une alternative à la réalité qui sera meilleure que la réalité. Et donc l'imagination est qualitative dans ce cas, mais c'est pas l'imagination en soi n'est pas qualitative. Ça dépend de ce qu'on va chercher dedans et ce qu'on ramène. Et donc là, pour moi, on n'a rien ramené du monde de l'imagination. C'est comme si on avait envoyé un aveugle faire de l'exploration. Il ramène du noir, quoi. Voilà. D'ailleurs, on utilise l'expression broyer du noir. C'est comme si on était sur la mer de l'imagination, mais qu'au lieu d'avoir une destination où il y a un trésor ou de pêcher, ben, ce qu'on fait, c'est on a ses lunettes de soleil et on profite de la mer calme. Ça, c'est broyer du noir, on va dire. Mais ou être dans une tempête aussi, ça pourrait être broyer du noir au niveau de l'imagination, mais là c'est moins plaisant, parce qu'il y a le côté joie et le côté tristesse. Le côté joie, c'est broyer du noir en étant sur la mer calme, et la tristesse, c'est plus dans la tempête. Alors, mais ce que je vous dis, c'est que l'imagination doit être qualitative, et donc là, c'était pas le cas pour moi. Pour moi, il y avait une hiérarchie dans l'art, dans ce que j'ai vu, et je vais vous expliquer comment je conçois la hiérarchie. J'y ai réfléchi pour pouvoir créer ce concept. En géométrie, on dit un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas un carré. Et je pense que c'est le cas dans l'art. Si vous voulez voir la hiérarchie que vous pouvez faire entre les artistes, c'est prenez l'exemple que je vais vous donner, pisser sur une toile, ok? Maintenant, on va prendre Michel-Ange. Michel-Ange, c'est celui qui a pas l'intérieur de la chapelle Sixtine. J'ai eu la chance de voir l'intérieur de la chapelle Sixtine quand je suis allé à Rome, et j'ai vu une autre église qui était plus loin dans Rome, et je trouve que les peintures dans cette église, je ne me souviens plus de son nom ou de sa situation géographique, mais étaient beaucoup plus belles que dans la chapelle Sixtine, par exemple. Et comme quoi la réputation, ben voilà, mais c'était fait par le même artiste, c'était Michel-Ange qui avait fait ça aussi. Alors, ben, prenez Michel-Ange. Michel-Ange, regardez les peintures qu'il fait, ok? Les traits qu'il faut, la profondeur, les jeux de lumière, etc. Donc, c'est compliqué de faire ce genre de peinture, d'accord? Maintenant, si vous demandez à Michel-Ange de pisser sur une toile pour confirmer qu'il est artiste, bah, ça va pas être très dur pour lui. Il est mort, hein, mais je veux dire, s'il était là, bah, vous lui demanderiez, il pisserait sur une toile, et voilà, ce serait fait. Il est capable de le faire. Maintenant, prenez la personne qui pisse sur la toile et demandez-lui de faire du Michel-Ange. Je pense pas que dans ce sens-là, ça va fonctionner. Je suis pas très sûr. Donc, vous voyez bien, il y a quand même une hiérarchie dans l'art. Maintenant, je pense pas qu'il faille se cantonner au réalisme comme si c'était un dogme et être psychorigide. Je pense qu'il faut être ouvert. Donc moi, j'aime bien, comme je dis, quand on jongle entre le réalisme et le surréalisme et d'autres courants aussi, évidemment, qui sont des dérivés de ces deux gros courants, on va dire. Mais je suis contre le dogme de l'hyperréalisme qui a donné le fascisme. Hitler était un hyperréaliste, d'accord? Hitler, il voulait pas qu'on change les couleurs des tableaux. Un paysage devait avoir les couleurs qu'il a, un personnage devait être comme il était dans la réalité, etc. Sinon, c'était considéré comme de l'art dégénéré. Et dans dégénéré, il y a la même racine que le mot génétique. Et on sait très bien que les fascistes étaient à fond pour la génétique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis de faire attention en psychologie quand on vous parle souvent de génétique, parce que ça va vers ce courant-là. Donc, effectivement, on peut pas nier que la génétique a une part dans la construction du réel, mais ce n'est pas que la génétique. Et voilà. Elle a même une part beaucoup moins importante pour moi que ce qu'on croit aujourd'hui. C'est parce qu'il nous manque des informations. Mais oui, il faut faire attention à ça en tout cas. Donc tout ce qui sortait de l'hyperréalisme était considéré comme dégénéré. Et par exemple, la peinture dont je vous ai parlé tantôt avec le chapelet et la grappe de raisin, ça aurait été considéré comme de l'art dégénéré, alors que c'était de l'art bien plus réfléchi que l'art d'Hitler qui se contentait du mimétisme réaliste. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'imagination quand on se met face à un paysage. C'est un peu comme si on décalquait le paysage. Par contre, comme les romanciers, si vous inventez un tout nouveau monde avec des tout nouveaux personnages, etc., ben, ça demande un plus grand travail de réflexion. Parce que aussi, quand vous allez dans l'imagination et que vous créez une histoire, vous devez la rendre cohérente
et c'est plus dur de créer la cohérence à partir de rien, plutôt que de recopier une cohérence qui est déjà existante. Donc c'est ça que je voulais expliquer aussi dans cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en pensez. Sinon, à la prochaine pour la vidéo sur le métavers.